C'est Pas à elle, un thriller à suspense de l'agent du FBI Camille Lee Grace, tome 4, écrit par Kate Bold, lu par Audrey. Chapitre 1. Megan aurait juré que les grenouilles se moquaient d'elle. Cela faisait un quart d'heure qu'elle se débattait avec ce nœud et elle ne parvenait pas à le faire tenir correctement. L'embarcadère flottait patiemment dans l'eau à côté d'elle, mais les grenouilles semblaient ricaner à chaque fois que son nœud raté se détachait du quai. La nuit tombait et elle n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait Julie. Cette dernière était partie chercher le pick-up il y avait environ 5 minutes, en riant sous cap des problèmes que Megan rencontrait avec le nœud. Julie n'était pas en état d'essayer de l'attacher parce qu'elle avait beaucoup trop bu et qu'elle pouvait à peine marcher sans s'appuyer sur son Jules de la semaine, et encore moins attacher un bateau-ponton d'emprunt à un quai. Au loin, les grenouilles continuèrent de ricaner. C'était un bruit grave et guttural qui se répercutait à travers les arbres, sur le lac et directement aux oreilles de Megan. Ailleurs, elle pensait entendre une famille rire ensemble. Ils avaient probablement terminé leur journée de plaisance sur le lac et étaient prêts à rentrer à la maison pour un bon dîner. Non loin de là, un poisson bondissait et quittait la surface de l'eau avant d'y retomber avec des éclaboussures. Tout cela était très pittoresque, très agréable, sauf que son incapacité à faire ce nœud lui donnait l'impression d'être une idiote. Elle pouvait en faire un de base, mais elle savait qu'il devait être solide, un de ces nœuds que seuls les scouts ou les bûcherons expérimentés étaient capables de réaliser. C'était vraiment dommage parce qu'avant cela, la journée avait été plutôt bonne. Sa sortie sur le lac avec ses amis s'était mieux passée qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'étaient pas les vacances relaxantes qu'elle avait espérées, mais c'était bien. Elle aurait préféré aller à la plage ou même à Atlantic City, peut-être même à Disney World. Elle ne comprenait pas comment elle s'était retrouvée à la Nouvelle-Orléans sur le bateau-ponton d'un homme qu'elle ne connaissait même pas. Mais elle avait bu quelques verres, flirté avec des hommes mignons et très naïfs, et avait peaufiné son bronzage. Et si elle parvenait à faire ce nœud stupide, elle pourrait boire d'autres verres et passer une nuit agréable avec un inconnu à l'hôtel. Elle ne pourrait pas accuser Julie et lui faire des reproches le matin, mais cela ne la dérangeait pas. S'en prendre à Julie, c'était bien, mais faire l'amour en état d'ébriété, sans lendemain, l'était tout autant. Sans compter qu'il lui restait un jour avant de retourner à Dallas, à la maison et au travail. Autant en profiter au maximum et apprécier le peu de temps qu'il lui restait. Finalement, après ce qui lui sembla être une éternité, Megan parvint à faire un nœud très solide et à le resserrer. Elle n'en était pas sûre, mais il s'agissait d'un nœud de cravate selon elle. Elle n'avait aucune idée de la façon dont elle le savait. C'était juste une de ces choses qu'elle avait lues ou vues quelque part et qui s'était incrustée dans sa mémoire. Quoi qu'il en soit, il maintenait le bateau-ponton en place pour que son propriétaire puisse le récupérer, et il tenait bon. Elle prit un moment pour admirer le nœud et commença à descendre du quai pour rejoindre Julie et les autres sur le parking. C'était étrange de constater à quel point quelque chose d'aussi insignifiant que de faire correctement un nœud alambiqué pouvait l'aider à se sentir mieux. En souriant, elle décida de boire quelques verres de plus et de rattraper Julie. Elle ne pouvait pas partir sans sa glacière, et sa glacière était restée sur le bateau. Elle fit demi-tour et se dirigea vers l'embarcation qui était magnifiquement maintenue en place par son nœud très solide. Elle sauta dessus juste au moment où elle remarqua qu'un plus petit bateau s'immobilisait derrière elle. Il était à bonne distance, son moteur ronronnait doucement. Mais il se dirigeait directement vers le bateau-ponton, sa vitesse diminuant et son moteur ralentissant un peu. Il y avait un seul homme à bord qui le guidait avec précaution vers l'arrière de l'embarcadère. Megan commença par s'inquiéter. Avait-elle attaché le bateau-ponton au mauvais quai ? C'était celui sur lequel Julie et les autres avaient insisté pour qu'il s'arrête. Et honnêtement, il lui paraissait effectivement familier. La matinée semblait s'être déroulée il y a des lustres, mais elle était certaine qu'il s'agissait du même quai flottant en bois qu'ils avaient emprunté à 9h ce matin-là. Au cas où elle aurait commis une erreur, elle ne voulait pas avoir l'air coupable et se dépêcher de partir. Elle se dirigea vers le quai et attendit que l'homme dans le petit bateau s'arrête de l'autre côté. « Je me suis trompée de quai ?» demanda-t-elle, effrayée par la réponse. Si elle devait défaire son nœud parfait, elle piquerait une crise. « Je ne suis pas souvent là et mes amis m'ont dit que c'était le bon. »« Oh non, ce n'est pas mon quai », répondit l'homme d'une voix guillerette. Dans la pénombre, elle pensa qu'il devait avoir environ 25 ans, un peu d'embonpoint, mais un beau visage. Il portait une casquette basse sur la tête et une paire de lunettes de soleil accrochées au col de son t-shirt. Oh, d'accord. Peut-être qu'il s'agissait d'un quai public ou quelque chose comme ça, et qu'il s'était lui aussi installé ici pour l'après-midi. « Je me rapprochais de vous pour vous parler, » dit l'homme. « Je dirige une sorte de petite entreprise qui vient tout juste de démarrer.
J'essaie de voir s'il y a un intérêt quelconque dans cette région pour les excursions avec des alligators. Burke, non, pas pour moi. Ces bestioles me terrifient. L'homme rit et Meghan trouva cela charmant. Si la nuit n'avait pas été si proche et si Julie et leurs copains ne l'avaient pas attendu, elle serait peut-être restée un peu plus longtemps pour discuter avec lui. Oui, il terrifie beaucoup de gens. C'est pourquoi tant de gens les trouvent fascinants. Oui, je crois que je peux comprendre. Mais c'est non pour moi. J'ai des amis qui m'attendent sur le parking et je suis un peu pressée. Ah, je vois. Désolée de vous avoir dérangé. Écoutez, est-ce que je peux quand même vous laisser une de mes cartes? Si mon boss voit que j'ai distribué quelques cartes, ça passera sûrement mieux. Bien sûr, je suis vraiment désolée. Oh, pas de problème, assura-t-il en fouillant dans sa poche. Meghan s'approcha du bord du quai et tendit la main pour prendre sa carte. Quelque part dans l'obscurité croissante derrière elle, elle entendait le rire de Julie. Oui, pensa Meghan, une nuit très amusante en perspective les attendait. Il leur faudrait peut-être se rendre jusqu'à la Nouvelle-Orléans pour la trouver, mais cela ne la dérangeait pas. Voilà, dit l'homme dans le petit bateau. J'apprécie beaucoup. Tout ce qui se produisit ensuite fut si rapide que c'est à peine si Meghan put comprendre ce qui lui arrivait. Elle regarda la main de l'homme et vit un couteau, pas une carte de visite. Il était petit et sans doute le couteau le plus aiguisé qu'elle ait jamais vu. Avant qu'elle ne réalisait de ce que l'homme avait vraiment l'intention de faire, la lame s'arquait dans l'air avec un angle prononcé. Elle la sentit glisser dans son cou, puis le transpercer, mais ce fut à peine plus que la sensation d'une coupure de papier. Mais elle ne pouvait plus respirer et elle sentait le sang couler de son cou. Elle trébucha en avant et le couteau jaillit à nouveau. Une fois de plus, il l'atteignit au cou, mais cette fois-ci, il prit une direction ascendante. La douleur était plus vive, mais avant qu'elle n'ait eu le temps de la ressentir, elle tomba en avant. Son genou droit heurta le rail du bateau-ponton sur lequel elle avait passé la journée et elle trébucha. Meghan essaya de crier en s'effondrant sur le bateau. Certaine qu'il ne s'agissait que de son imagination en proie à la panique, elle crut néanmoins entendre son sang couler dans son cou. Alors qu'elle essayait de reprendre son souffle pour hurler, elle se rendit compte qu'elle n'y parvenait pas. Elle avait l'impression d'être étranglée, incapable d'inspirer quoi que ce soit. Le hurlement qu'elle essaya de pousser entra par le nez lorsqu'elle lutta pour respirer, mais il s'échappa aussitôt de son corps. Elle entendait à peine l'homme qui était remonté dans son bateau, invisible, et qui faisait tourner le moteur. Alors que sa vie lui échappait, Meghan regarda le toit du bateau-ponton et perçut à nouveau le son des grenouilles. Une fois de plus, on aurait dit qu'elle riait, et ce fut la dernière chose qu'elle entendit, se mêlant au bruit du petit bateau qui se retirait. Chapitre 2. Pour un premier rendez-vous, ce doit être l'un des plus étranges de l'histoire des premiers rendez-vous. Camille rit à sa propre blague. Zach, qui se tenait à côté d'elle, fit de son mieux pour retenir sa propre hilarité. Ils regardèrent tous deux vers les portes d'entrée du hall de l'église, hésitant un instant. « C'était peut-être mon plan, » dit Zach. « T'amener au premier rendez-vous le plus étrange pour qu'il ruine tous les autres premiers rendez-vous du restant de ta vie sentimentale. Alors je dirais que tu as réussi. » Ils se dirigèrent vers les escaliers menant à la salle de réunion de l'église baptiste de Cornerstone. Elle était bien plus petite que la plupart des autres églises de cette partie de la Nouvelle-Orléans. Un pis-aller de bâtiments en quelque sorte, au milieu d'autres lieux de culte bien plus importants. Mais c'était pour cela qu'elle semblait si pittoresque et si intime. Camille avait su d'emblée que ce rendez-vous risquait d'être gênant lorsque Zach l'avait invitée, 5 jours plus tôt. La raison principale de son acceptation résidait dans le fait qu'elle savait combien il fallait être courageux pour demander à une femme qu'il connaissait à peine d'assister au repas qui suivait la cérémonie commémorative de sa grand-tante. Et puis, il était très agréable à regarder. Et il avait eu le bon sens de ne l'inviter qu'au repas, pas à l'enterrement ni à la cérémonie commémorative. Il était un peu plus de 2 heures de l'après-midi lorsqu'ils entrèrent dans la salle de réunion. L'église sentait les produits nettoyants pour bois parfumés au pain et les vieux livres. Elle remarqua que seules quelques personnes présentes firent l'effort de serrer la main de Zach. Il n'eut droit qu'à 2 accolades et à quelques hochements de tête polis. Compte tenu du fait qu'il y avait au moins 80 personnes présentes, cela semblait étrange. « Tu es sûr qu'on est au bon endroit ?» demanda Camille. « Plutôt sûr, mais avec les baptistes, on ne peut jamais trop l'être. Ils adorent tant ce type de repas. Personne ne semble te connaître. »« Je sais, mais je te l'ai dit, je n'étais pas vraiment proche d'elle. Je suis seulement venue pour soutenir ma mère. »« Oui, à ce propos, » dit Camille, alors qu'ils pénétraient dans la partie centrale de la salle de réunion. « Un premier rendez-vous, et j'hésite même à appeler ça un rendez-vous, et je suis censée rencontrer ta mère. »« Oh mon Dieu, non, je vais aller la voir dans 1 minute. Elle sera à l'avant de l'église avec ses 2 sœurs et mon grand-oncle. »
Et je suis censée… Quoi, exactement? C'est un repas partage baptiste. On mange et on juge les tenues des autres. Camille ne s'était jamais intéressée à la religion, pas après l'âge de 10 ans en tout cas. Elle ne connaissait pas la différence entre baptiste, luthérien, pentecôtiste ou n'importe quelle autre dénomination qui avait le vent en poupe dans une population donnée. Je commence vraiment à le regretter, lâcha-t-elle alors que Zach la conduisait vers la première des nombreuses tacos tables. Chaque table était chargée d'une variété de plats, des brioches aux légumes verts. « Regretter quoi ?» demanda Zach en prenant une assiette en plastique sur la première table. « Sortir avec moi ? Non, je serais sortie avec toi de toute façon. Mais l'ambiance post-funérailles avec quelqu'un que tu ne connais pas, c'est juste… Eh bien, c'est étrange. Et ça l'était. Mais en réalité, cela ne la dérangeait pas. Elle essayait de lui donner du fil à retordre. Il avait l'air aussi mal à l'aise qu'elle. Elle remarqua aussi que les rares fois où quelqu'un le reconnaissait, il ne la présentait jamais. Comment était-il censé la présenter d'ailleurs ? Une amie qui l'avait invitée à cet événement personnel, familial et amical. Ils trouvèrent 2 chaises qui avaient été placées au fond de la salle, à l'écart de la zone la plus animée où les autres se mêlaient à la foule. « Tu sais, lança-t-il entre 2 bouchées de pain de viande, c'est vraiment cool de ta part, ou bizarre, je ne suis pas encore sûre. Hé, c'est toi qui m'as invité. Je sais. Ils se regardèrent un instant et Camille comprit qu'il se passait effectivement un truc entre eux. Elle pouvait sentir une tension charnelle, c'était certain, mais peut-être aussi un peu plus. C'était le genre de chose qui ne se révélerait pleinement que s'ils passaient plus de temps ensemble. Elle supposa qu'une partie de ce sentiment provenait du fait qu'il savait ce qu'elle faisait dans la vie. Peut-être y voyait-il une sorte de bravoure ou de force unique, alors que la plupart des hommes y voyaient de l'intimidation. Il lui adressa un sourire en reconnaissance de son regard, puis se leva avec précaution et posa son assiette à l'endroit où il était assis. « Tu sais quoi ? Je vais aller parler à ma mère. Accorde-moi 10 minutes et je reviens. Ensuite, on sortira d'ici. On pourrait aller boire un verre, écouter de la musique ou autre. Ça te va ? » Ça me va très bien. Il croisa à nouveau son regard avant de partir, et elle ne put s'empêcher de l'observer pendant qu'il s'éloignait. Elle le suivit dans la salle de réunion où il ouvrit une grande porte battante le long du mur du fond. Lorsqu'elle s'ouvrit, Camille découvrit le sanctuaire. Il y avait de la moquette rouge et des bancs traditionnels. Elle aperçut également un coin de vitrail et des escaliers menant à la chaire. La porte se referma, mais le spectacle resta gravé dans son esprit. Ce n'était pas très différent de l'église qu'elle avait fréquentée jusqu'à l'âge de 10 ans. Les souvenirs de cet endroit lui revenaient en mémoire, les cours du dimanche, les sermons sur le péché, la damnation et les flammes de l'enfer. Et pour une raison ou pour une autre, tout cela fit naître en elle un sentiment inquiétant à propos de son père. Elle ne l'avait jamais ressenti auparavant et ne pouvait s'empêcher de se demander si ses récentes retrouvailles avec lui n'y étaient pas pour quelque chose. Avant de se perdre dans l'analyse de ses pensées, elle se força à reporter son attention sur la nourriture qu'elle tenait sur ses genoux. L'assiette en plastique contenait des macaronis au fromage, des crackers, 2 sandwichs et de la gelée au citron vert. Alors oui, l'idée de sortir d'ici et d'aller ailleurs avec Zach dès que possible était très tentante. Tout en piochant dans la gelée avec sa cuillère en plastique, Camille sursauta un peu en sentant son téléphone vibrer dans la petite pochette qu'elle avait posée à côté d'elle sur la chaise pliante en acier. Elle posa son assiette sur le sol et regarda autour d'elle pour constater que quelques personnes avaient remarqué la vibration. Elle sortit son téléphone de la pochette et constata qu'il s'agissait d'un appel de sa supérieure directe, la directrice adjointe Mary McCutcheon. Elle se dirigea rapidement vers le hall par lequel Zach et elle étaient entrés. Elle décrocha l'appel, voulant s'assurer qu'elle ne tomberait pas sur la boîte vocale. « Allô ?» dit-elle, toujours en se dépêchant dans le couloir. La voix de McCutcheon se fit entendre juste au moment où Camille atteignait la porte et sortait. « Agent Grace, comment allez-vous ? » « Je vais bien. » Même après un mois sous la supervision de McCutcheon, Camille mettait du temps à s'habituer à la manière personnelle et presque amicale dont McCutcheon se conduisait. Camille avait travaillé sous les ordres de 2 superviseurs différents avant McCutcheon et ils avaient tous 2 adopté une approche très différente. « Écoutez, ça m'ennuie de vous faire ça parce que je vois que vous êtes en congé cet après-midi, mais il y a une situation pas très loin d'ici que j'aimerais que vous et l'agent Palmer examiniez. Vous êtes dans le coin ? Vous êtes en ville ? Oui. Quand pouvez-vous venir ? » Camille fronça les sourcils, regardant vers l'église. Elle savait qu'elle n'oserait pas dire qu'elle ne pouvait pas venir du tout. Se comporter de la sorte avec un nouveau supérieur hiérarchique pourrait nuire à sa carrière de bien des façons, et ce n'était pas envisageable pour elle. Qui plus est, McCutcheon ne lui donnerait peut-être pas le choix de ne pas l'accepter, mais elle devait au moins en faire part à Zach.
Elle était presque sûre qu'il comprendrait, surtout si elle lui disait qu'elle voulait vraiment passer du temps avec lui. « Je peux être là dans une demi-heure. » Une fois l'engagement pris, elle fut un peu plus déçue qu'elle ne l'avait imaginé. « C'est parfait. À tout à l'heure, Chris. » Camille prit un moment pour reprendre ses esprits et passer en mode travail. Et lorsqu'elle estima que la transition s'était faite correctement, elle retourna à l'église pour annoncer la nouvelle à Zach. Chapitre 3. Lorsque Camille entra dans le bureau du FBI 22 minutes plus tard, elle ne fut pas du tout surprise de voir Scott Palmer qui attendait déjà dans le hall. Il se leva en la voyant et la rejoignit alors qu'elle traversait le centre du bâtiment pour se diriger vers les ascenseurs. Elle savait que de loin, Palmer avait l'air d'un beau garçon et d'un homme d'affaires. Mais de près, le charme enfantin auquel elle s'était habituée transparaissait dans son léger sourire. « Je suppose que nous sommes officiellement partenaires maintenant », lança Palmer alors qu'ils arrivaient aux ascenseurs et qu'il appuyait sur le bouton pour monter. « McCutcheon ne m'a pas spécifiquement demandé de m'occuper de cette enquête. Elle m'a demandé si je pouvais venir travailler avec toi. »« Idem », dit Camille en montant dans l'ascenseur dont les portes s'ouvraient. « Et qu'est-ce que tu en penses ?» Il y avait un sourire en coin dans sa voix, comme s'il n'était pas encore sûr de ce qu'elle pensait de travailler avec lui, malgré le fait qu'ils avaient déjà prouvé à 2 reprises qu'ils formaient une équipe spectaculaire. « Je suis ravie que nous travaillions ensemble. Le timing de cet appel était un peu particulier, par contre. Tu veux en parler ? » Pas vraiment. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et ils entrèrent. Elle fut légèrement surprise de sa réponse, mais l'idée de lui faire savoir qu'elle était pour ainsi dire en rendez-vous galant lorsque McCutcheon l'avait appelée la gênait un peu. Elle n'avait aucune raison de penser que Palmer pouvait s'intéresser à elle au-delà de leur relation de travail, mais elle sentait qu'il y avait entre eux une certaine ambiguïté qu'elle avait encore du mal à cerner. Elle supposait qu'il ne pouvait s'agir que d'un respect mutuel et évolutif l'un pour l'autre, et rien de plus. Elle supposait que seul l'avenir le dirait. L'ascenseur s'arrêta, les portes s'ouvrirent et révélèrent le couloir du 2e étage. L'immeuble ne semblait pas encore familier à Camille, mais il le devenait de plus en plus. La seule chose à laquelle elle s'était rapidement habituée était un sentiment d'aisance confinant à l'excitation chaque fois qu'elle se rendait dans le bureau de McCutcheon. Elle aimait travailler sous les ordres de cette dernière, principalement parce qu'elle sentait une confiance et un respect mutuel se développer entre elles, du même ordre que le sentiment qu'elle avait commencé à ressentir entre Palmer et elle. Lorsqu'ils arrivèrent dans son bureau, ils trouvèrent la porte ouverte. Le soleil du matin pénétrait par une grande baie vitrée située à droite du bureau de Madame McCutcheon, donnant à la pièce un aspect chaleureux et accueillant. La directrice leur fit signe d'entrer. Elle n'avait pas forcément l'air heureuse, mais elle avait l'air d'une femme qui aimait son travail. « Entrez, entrez, dit-elle. Nous ne sommes pas en retard, mais nous sommes pressés. » Camille en était pas sûre de bien saisir la différence, mais elle se précipita à l'intérieur et prit un des sièges devant le bureau de la directrice McCutcheon. Elle commença à parler avant que Palmer n'ait eu le temps de prendre place sur l'autre chaise. « Cette affaire est arrivée sur mon bureau ce matin, » précisa-t-elle. Elle semble assez simple, mais des inquiétudes demeurent quant à la possibilité d'un crime en série. Elle tendit un dossier que Camille prit. Tandis qu'elle feuilletait les quelques pages de rapports et de photos, McCutcheon continua, comme si elle lui racontait tout. 2 femmes ont été tuées en l'espace de 3 jours dans le delta du Mississippi. L'une d'elles a été retrouvée sous l'un de ces aéroglisseurs touristiques. La seconde a été découverte morte sur un bateau-ponton à environ 400 mètres d'un débarcadère public. L'arme du crime semble être un petit couteau. Les premiers rapports du légiste concernant le premier corps suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un couteau à fileter. L'empressement à ce sujet, demanda Palmer pour clarifier, c'est parce que l'on craint qu'il ne s'agisse d'une série de meurtres. Est-ce exact ? Eh bien, cela est le fait que l'industrie du tourisme est en plein essor le long du delta en ce moment. Il ne s'agit pas d'un gros volume de tourisme, mais il permet de maintenir à flot certains des plus petits sites le long des rives. J'ai reçu un appel du bureau du gouverneur juste avant de vous contacter tous les deux. Ils veulent que cette affaire soit résolue et classée avant même qu'elle n'ait le temps d'être portée à la connaissance du public. Ces dossiers ont l'air un peu minces, fit remarquer Camille. J'en déduis que la police est désemparée. Ils sont perplexes et honnêtement, ils attendent que nous intervenions. Ils savent que le gouverneur nous a confié cette mission en priorité et très franchement, je pense qu'ils veulent rester aussi discrets que possible. Ils considèrent que c'est désormais la responsabilité du bureau et s'en sont débarrassés. En d'autres termes, enchaîna Palmer, ils ne veulent pas risquer de compliquer les choses et d'irriter les pouvoirs en place. C'est exactement ça, confirma McCutcheon. Dès que vous serez partis, j'enverrai des emails aux légistes et au département médico-légal de la police d'État.
Vous devriez avoir accès à presque tout ce dont vous avez besoin. Mais si vous rencontrez des obstacles, contactez-moi immédiatement. Camille referma le dossier. Bien qu'elle fût déçue par le peu d'informations dont il disposait au départ, elle appréciait l'idée d'avoir les coudées franches lorsqu'ils arriveraient sur place. « Autre chose ?» demanda-t-elle. « Les deux sites sont relativement proches l'un de l'autre, à environ 1 heure d'ici, si ce n'est plus. Il faut donc s'y mettre, et je n'insisterai jamais assez sur ce point. Le gouverneur va suivre la situation de près. Si ça se passe bien, les répercussions pour vos carrières respectives pourraient être énormes. »« Super !» lança Palmer en se levant. « Pas de pression, n'est-ce pas ?» D'un signe de la main presque mécanique, McCutcheon les invita à sortir. Lorsqu'ils furent de retour dans le couloir, Camille eut l'impression qu'elle venait de frapper un grand coup. Avec le dossier de l'affaire dans les mains et une scène de crime qui les attendait à 1 heure de route, elle se sentait portée par l'excitation d'une nouvelle mission. Pour le moment, c'était suffisant pour oublier la conversation gênante qu'elle avait eue avec Zach lorsqu'elle avait quitté la hall de l'église. Elle avait également éclipsé la dernière conversation qu'elle avait eue avec Deanna. Elles étaient censées se retrouver pour dîner demain, où Deanna devait lui révéler les secrets qu'elle avait gardés à son sujet, en rapport à la sœur de Camille. Pour l'heure, alors qu'elle et Palmer se dirigèrent vers le parking pour emprunter une berline, cette enquête était tout ce qui importait. Cela faisait moins de 10 minutes qu'ils étaient sur la route que Camille se retrouvait à nouveau, plongée dans les maigres dossiers de l'affaire. Elle y avait déjà jeté un coup d'œil dans le bureau de McCutcheon, mais le moment était venu d'analyser et de chercher des liens, d'essayer de créer une base de départ. Derrière le volant, Palmer lui jeta un coup d'œil et sourit. « D'accord, alors qu'est-ce qu'on a ?» Les deux victimes sont des femmes, à peu près du même âge. La première victime avait 22 ans, la seconde 21 ans. On dirait qu'elles étaient toutes les deux des touristes. L'une venait de Lexington, en Virginie, l'autre de Dallas, au Texas. Des signes d'agression sexuelle ? Aucun mentionné dans le dossier. Il ne semble pas non plus qu'il s'agisse d'un cas de vol ou de cambriolage. Donc un tueur qui tue pour le plaisir ? Il semble que ce soit le cas a priori. Palmer y réfléchit un instant alors qu'il franchissait un feu rouge. « Je sais que tu es encore une novice dans le coin, alors laisse-moi te mettre au parfum. » Il sourit pour lui faire comprendre qu'il ne faisait pas exprès d'être un abruti. Il y a des portions de terre le long du Mississippi qui sont très peuplées de gens plutôt têtus. Ils considèrent que les touristes néchangelés sont une plaie indésirable dans la région. Ils apportent le bruit et la criminalité et laissent derrière eux des déchets et de la pollution. Le problème, c'est que la plupart des habitants partagent ce sentiment, mais disons qu'il est tout bonnement toléré. Le tourisme, c'est de l'argent et tout ça. Par ailleurs, plus on s'éloigne des villes, plus les forces de police sont réduites, et beaucoup de gens dans les bois ont l'habitude de se protéger avec une arme mortelle et de se faire justice eux-mêmes. Parfois de manière violente si nécessaire. Alors tu penses que c'est peut-être comme quelqu'un qui prend tout ça un peu trop au sérieux ? C'est possible. Les deux victimes étaient des touristes. Aucun lien de parenté, je suppose. Pas d'après ce que je vois. Les noms de famille sont très différents. Sanderson et Keenan. Ils restèrent tous deux silencieux pendant un moment. Pendant que Palmer roulait, Camille utilisa son téléphone pour afficher une carte du Mississippi. Elle localisa les deux endroits où les meurtres avaient eu lieu, à 9 km de distance, et trouva ensuite une version plus détaillée de cette zone particulière du fleuve. Peut-être que ce qui lie ces meurtres, ce sont les lieux où ils ont été perpétrés. Ils étaient très proches l'un de l'autre, mais se trouvent techniquement dans deux villes différentes. Lesquelles ? Chipman et Lee Creek. Tu les connais ? J'ai entendu parler de Lee Creek. Il y a quelques années de ça, une grosse saisie de méthamphétamine a eu lieu là-bas. Et oui, c'est un tout petit trou perdu dans la forêt. C'est plutôt un village ou un canton en fait. On trouve beaucoup de ces petits bleds sans nom nichés le long des rives du Mississippi. La voiture retomba dans le silence, qui ne fut interrompu pendant toute la durée du voyage que pour parler de choses insignifiantes. Ils passèrent un peu de temps à discuter de la façon dont Camille s'adaptait à la vie à la Nouvelle-Orléans. Elle lui dit honnêtement que c'était une ville comme les autres où elle pouvait travailler. Ayant grandi près de la Nouvelle-Orléans, dans la ville de Upping, ce n'était pas comme si elle découvrait cette culture pour la première fois, après tout. Naturellement, elle avait gardé les choses les plus privées pour elle. Elle ne mentionna pas sa relation potentielle avec Zach, et certainement pas les mystères qu'elle commençait à découvrir autour de son père et de Deanna, des mystères concernant sa sœur, Nanette, et son destin incertain. Le trajet se déroula rapidement, le fleuve Mississippi ne les quittant jamais vraiment des yeux. C'était comme si cette masse d'eau légendaire et boueuse attendait avec impatience qu'ils se rendent compte sur les lieux des crimes. Et Camille ne pouvait s'empêcher de penser que les secrets qu'il cachait étaient nombreux. Ses courbes, ses méandres et ses eaux troubles étant prêts à leur livrer ses secrets
à condition seulement qu'ils passent un peu de temps sur ces rives. Elle se demanda si certains des habitants les plus obstinés connaissaient déjà certains de ces secrets et savaient comment les exploiter. Le cas échéant, ne serait-il pas facile pour eux de remonter un peu plus en aval pour se livrer à un tourisme meurtrier ? Cette théorie lui parut d'abord exagérée, mais à mesure que Camille continuait d'étudier les berges et l'eau sombre, elle commença à penser qu'elle n'était pas si difficile à croire que cela. Chapitre 4. En fin d'après-midi, les rayons du soleil illuminèrent le parking de la rampe de mise à l'eau, tandis que Camille et Palmer sortirent de leur voiture et examinèrent les environs. Pas très loin de l'endroit où ils s'étaient garés, un poteau se dressait au bord de l'une des zones d'embarquement et de débarquement, donnant des indications sur les différentes sections du terrain. Une flèche pointait vers un sentier à droite, indiquant que c'était là que se trouvaient les quais privés. Les rampes étaient toutes occupées par des gens qui sortaient de leur hors-bord et leurs bateaux-pontons du Mississippi. Des files de véhicules attendèrent de s'engouffrer sur la prochaine rampe disponible, alors que la journée touchait à sa fin. « C'est normal ?» demanda Camille. « Je sais que nous sommes en pleine saison touristique, mais ici, si loin de la ville, les gens sont si impatients d'aller sur le fleuve. » Eh bien, ce n'est peut-être pas aussi proche des festivités et des sources de revenus qu'on trouve à la Nouvelle-Orléans, déclara Palmer. Mais la loi a tendance à être beaucoup moins présente ici. On peut s'en tirer avec beaucoup plus. Ajoute à cela des gens qui veulent juste pêcher quelques poissons-chats de la rivière et on se retrouve avec une foule impressionnante. Camille vérifia 2 fois les dossiers qu'elle avait sauvegardés sur son téléphone en prenant des photos pour s'assurer qu'ils se rendaient au bon quai public. Le chemin pavé qui y conduisait était beaucoup plus calme et isolé que le parking et les rampes de mise à l'eau. Il était bordé d'un côté par un terrain ouvert qui donnait sur le parking et la rivière au-delà. Sur la gauche régnait toute une végétation riveraine. Au bout d'une centaine de mètres, des voies secondaires partèrent de l'allée sur laquelle ils se trouvaient et menaient à la rivière et au quai privé. D'après les dossiers, ils devaient emprunter la 4e allée. Alors qu'ils arrivaient sur leur chemin, Camille pouvait entendre le ronronnement des moteurs sur l'eau et le refrain de « Thank God I'm a Country Boy » de John Denver qui flottait le long des berges grâce à un haut-parleur beaucoup trop fort situé quelque part au-dessus de l'eau. Les moucherons commençaient à bourdonner. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.